Dans la famille Daguerre, je demande la fille Léna et le fils Théo. Mesdames, Messieurs, voici Sarah Stern et Pablo Poggi. Bonsoir. Je tiens juste à vous dire que ça fait quelques dates qu'on tourne et c'est la toute première fois qu'on voit des gens sans masque et c'est très beau. Ouais. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. C'est ça, je voulais dire. Voilà. C'est vrai, c'est la première fois qu'on voit des sourires et c'est émouvant, je le disais tout à l'heure. Voilà, la fille vampe flamboyante, n'est-ce pas, mesdames, messieurs? Plus dans le film que dans la vie, mais c'est mon métier. Mais non, tu dis mal. Et voici le fils, un vrai gentleman, extravagant, mais pas seulement. Voilà. Première question, c'est la tradition, je la pose. Hein. Et puis, nous venons vers vous, avec le témoin, vous levez la main, vous posez toutes les questions que vous voulez. J'ai comme l'impression, Nicolas, Sarah, Pablo, que vous avez dans ce premier film mis toute votre âme d'enfant avec l'art de jouer comme des sales gosses, un petit jeu de massacre, en se disant on joue pour de vrai ou pour de faux, on dirait que. Exactement. C'est la base du scénario. Oui, ouais, je voulais faire un film sur le jeu, un film sur l'enfance et sur l'enfance de ce que ça a de cruel aussi, parce que finalement, quelque chose d'assez fou quand on regarde les enfants jouer, c'est qu'ils jouent à la mort, ils jouent à la guerre, ils jouent à des choses très graves. Et ça n'est jamais grave, c'est toujours fait avec une grande légèreté. Et je voulais que le film soit ludique de A à Z, dans sa conception, dans son tournage, dans son montage, dans sa réception. Je voulais faire un film jeu, ouais, absolument. Et c'est la notion du on dirait que et la façon avec laquelle j'ai un peu dirigé mes comédiens. J'ai dit, je voudrais vraiment qu'on fasse le film en jouant au sens, non pas au sens forcément acteur, mais aussi au sens enfantin. Faisons comme si papa avait été assassiné, jouons à faire comme si, et c'était nécessaire pour obtenir une sorte de vrai premier degré dans le jeu. Et voilà, donc on s'est assez amusé, en effet. Du travail, mais ludique. Sarah et Pablo, vous connaissiez avant de tourner ensemble? Alors on se connaissait parce que Sarah m'a proposé un scénario qu'elle voulait réaliser, qu'elle n'a jamais réalisé. Mais on se connaissait pour ça. Et moi j'étais très déçu de la revoir parce que je n'ai jamais connu un film. Le scénario était super et on ne s'est jamais revu derrière. Mais on se connaissait vite fait. Quoi. Et vous êtes bien entendu puisque vous êtes frères et sœurs? Non. Non, si, j'ai beaucoup d'amour pour elle. Chacun sa chambre. Très bien organisé. Mais ouais, j'ai beaucoup de respect pour l'actrice que c'est et puis la personne que c'est quand même une nana qui est fabuleuse. Donc ouais, beaucoup. Donc vous avez bon souvenir, il y a une belle ambiance sur le tournage malgré... Comment? C'est venu. Mais j'ai pas dit malgré l'alcool. Non, c'est moi qui l'ai dit. Ah d'accord. C'est une blague, une boutade. Non mais parce qu'on en a parlé à table, nous avons évoqué Eddie Mitchell, Gustave Pervers, les litres d'alcool dépensés dans ce tournage et voilà, et c'est tout. Mais c'est pour de faux, du coup, on fait semblant. Bien sûr, on fait semblant. Messieurs, Eddie Mitchell et Gustave Pervers, je vois pas du tout ce que vous voulez dire quand... Bon, enfin... La badoire, que la badoire. Ce qui se dit à l'UGC reste à l'UGC, on est d'accord. Mesdames, Messieurs, vous pouvez lever la main et poser toutes les questions à notre trio. Vous pouvez aussi partager une émotion, une sensation. Voilà, ici, une main qui se lève. Qu'est-ce que c'est beau, une main qui se lève. Ici, mademoiselle Marion, mesdames, messieurs, pour ne pas la nommer. Bonsoir. Déjà, sachez que j'ai beaucoup apprécié ce film. J'aime beaucoup les films Annie.
Et je m'attendais à un style, un cadavre dresseur, je ne sais pas si vous connaissez. C'est ma référence principale. Voilà. Mais bon, mis à part ça, c'est complètement différent d'un cadavre de fer. Mais j'ai bien aimé cette ambiance intemporelle, c'est une référence à 8 femmes de Ozon. Et au départ, le présentateur nous a dit de faire attention à toutes les petites choses. Et il y a une chose que j'ai remarquée au générique final, heureusement qu'il a défilé jusqu'à la fin. Dans le premier tableau, pourquoi ou qui a eu l'idée de mettre en photo Marina Hans et je me suis dit, celle-là, on doit la voir, ça doit être la meurtrière, et du coup, elle n'intervient pas. Mais en général, final, il y a remerciement Marina Hans. Voilà. Alors, première fois en 19 dates que c'est remarqué. Je pense que ça mérite un an de cinéma gratuit. J'en parlerai à l'exploitant de la salle. Écoutez, oui, c'est Marina Hans. Et bien, figurez-vous que Marina est une très bonne amie et que... c'est une amie, et qu'en fait je me suis dit voilà, il y a ce personnage de la mère disparue, et je me suis dit voilà, dans toutes les photos qu'on peut voir, il y a beaucoup de références à mes amis, les figurants sont tous des amis, enfin voilà, je voulais faire participer beaucoup de gens que j'aime, et je me suis dit voilà, c'est un film dans lequel on va chercher le meurtrier, c'est un film qui joue avec les indices à chercher un peu partout, et je me suis dit bah tiens, si je demandais à Marina de jouer le rôle, en tout cas en photo, de cette mère morte, en me disant, voilà, si des gens la remarquent, ils vont se dire, ok, il y a Marina Hans dans le cadre, elle va forcément surgir à un moment comme étant, voilà, c'est en fait une fausse piste qui passe très vite, mais je pensais que ce serait un peu plus remarqué, je ne peux pas vous le cacher parce que vous êtes vraiment le premier à me le dire, mais voilà, c'est un clin d'œil à une copine et aussi une petite fausse piste que je me suis amusé à mettre. Ouais. Bien joué. Bien vu. Une autre question? Alors là, c'est le moment de l'ange qui passe. Hein, vous le faites à chaque fois. Mais... Ah voilà. Ici, voilà. C'est tourné où? Quel est le cadre? Où est le château? L'endroit où vous avez dit? Oui, mais c'est pour tout le monde. Bonsoir, merci, c'était super. Bonsoir Élise. Je suis très très émue de voir Nicolas, très émue ce soir. On a été à l'école ensemble. Félicitations, c'est une grande joie et félicitations, c'est un très beau film. Et je me demande sur le cadre, ouais, on a envie d'en savoir plus sur le château, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il y a des choses qui ont été tournées ailleurs, en studio ou pas, le cadre. Merci Élise. Et ben le château existe sans exister, c'est-à-dire qu'en gros il existe en grande partie dans le nord, à Régnières-Écluse, à côté du Crotoy. Et oui. Ouais, voilà. C'est pas l'endroit le plus glamour du monde, mais le château est bien. Non, et c'est en fait il est quasiment comme à l'écran, c'est-à-dire que c'était un peu un cadeau parce que je cherchais ce type d'architecture, enfin vraiment justement je cherchais un château le plus fou possible, qui m'évoque le plus un plateau de jeu, qui soit le plus intemporel, le plus antidaté, qui ressemble à peu près à, voilà, qui ressemble à rien d'autre. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce château-là, il n'y a pas une pièce qui va avec une autre, c'est-à-dire que en gros dans le château il y a le hall, le salon fleuri, le bureau de César, le couloir rose, qu'est-ce qu'il y a d'autre, tous les extérieurs. En fait, il y a quelque chose de ce château est assez invraisemblable esthétiquement. Il n'y a vraiment pas une pièce qui va avec l'autre, et je trouve que ça correspondait bien au Daguerre. En même temps, c'est un château qui est habité, ça se sent, parce que le risque des châteaux, c'est que ça soit un peu trop musée, et voilà. Donc en fait, on n'a pas eu tant de travail que ça à faire dans ce château. Après, il y a 3 pièces qui ont été tournées en studio à côté de Lyon cette fois-ci, à Villeurbanne. C'est la chambre de César et Salomé avec le cerveau, la chambre de Joe, évidemment, la cellule de prison qu'on a refaite, et la salle de régie et le couloir qui y mène, qui ont été faits en studio. Vous avez été hébergé dans le château pendant le tournage? Non. Mais peut-être qu'on n'y aurait pas tenu parce que la population du château était... Non, il y avait un conte qui un peu inquiétante. assez inquiétant, Voilà. avec un chien qui s'appelait Mimi, et comme c'était le 3e, Mimi 3. D'accord. On a évité de dormir sur le décor. D'accord. Et puis en vrai, c'est très glauque, hein, enfin, c'est plus loin un tournage, c'est long. Oui. Donc le château comme ça, avec Monsieur le Comte qui se balade d'une pièce à l'autre, on l'a jamais vu sortir d'une pièce, je sais pas si vous avez remarqué ça. On l'a vu dans d'autres pièces, et on l'a pas vu sortir du truc. Et non, dormir là-bas, pas du tout. Quand tu dis couper,
Vas-y, réponds, mec. On n'a pas dormi là-bas. Oui, ça aurait pu, ça peut arriver, Et oui, Bien sûr. Ça peut arriver, mais pas là. mais pas là. parce que paradoxalement, en fait, le château, le château est très grand, mais les pièces sont très petites et ça n'aurait pas pu héberger l'intégralité de l'équipe de Merci. Une autre question? Juste ici. Alors, comment est venue l'idée de l'écriture, enfin l'idée en général, et comment ça s'est développé? Est-ce que c'était l'idée, la fin était prévue ou ça s'est changé au fur et à mesure? L'idée, c'est le scénario, c'est quelque chose de très long, ça a duré 5 ans d'écriture. Si vous voulez, l'idée de base était là, je voulais faire un Cluedo dans un château autour d'une famille, je voulais faire cette histoire de jeu dangereux, je voulais que ça raconte l'histoire d'une histoire d'émancipation, l'histoire d'un enfant aussi qui réapparaît dans un personnage qui a perdu sa part d'enfance. Après, les fins, il y en a eu quelques-unes. Avant d'arriver à celle-là qui finalement était une des toutes premières idées que j'avais eues, mais souvent dans l'écriture vous avez une première idée qui arrive tout de suite le premier jour, qui disparaît pendant 4 ans pour réapparaître à la fin, c'est assez classique. C'est chiant, mais c'est la preuve que c'est la bonne. Et il y a eu la fin alternative qui a le plus duré. C'était le fait que Jeanne était au centre d'un piège évidemment, mais que les jeux daguerre allaient lancer des murder parties et qu'ils organisaient une sorte de grand piège en caméra cachée autour de Jeanne où tout le monde sur Terre pouvait jouer en ligne contre elle. Il y avait plein de gamins qui jouaient en ligne à deviner qui était le meurtrier, ils avaient des indices donc avant elle, et donc c'était un truc presque plus Truman Show encore que ça ne l'est, où on voyait le point de vue de gens un peu partout dans le monde qui jouaient contre elle. Et je me suis dit que au-delà de l'idée était rigolote théoriquement, mais ça n'était pas assez intime. Ça racontait pas quelque chose d'assez intime sur Jeanne. C'était toujours, voilà, elle se retrouvait déjà là parce que sa mère l'y avait mis pour justement révéler cette part d'enfance. Mais il y avait un truc, déjà que le scénario est pas mal tiré par les cheveux, il y avait un truc encore plus tiré par les cheveux. Et surtout, je voulais que ce soit un truc très intime autour du personnage. Et donc, c'est arrivé assez à la moitié de l'écriture. J'ai su que ce serait cette fin-là. Mais c'est vrai qu'en effet, que ce type de point de départ appelle à toutes les folies possibles. Donc il a fallu à un moment se dire non, ce sera ça. Une autre question? J'en profite pour vous demander, Sarah, vous vous êtes inspirée de quelqu'un en particulier pour... De ma mère. pour Vampé? Non, il y avait déjà Nicolas, il est venu ce film, il est plein de références cinéphiliques. Il parlait d'Alfred Hitchcock, il parlait de personnages assez stéréotypaux que sont les veuves noires, ou voilà, des personnages comme ça un peu mystérieux. Et donc on a travaillé sur ce type de femmes. Et ensuite, l'autre référence majeure, c'était Jessica Rabbit. Mais voilà. Sinon, je ne sais même plus ce que vous m'avez posé comme question. Les inspirations, oui, voilà. Non, et après, c'est pas du tout une approche, contrairement à d'autres films, c'est pas du tout une approche psychologique, c'est tellement barré que finalement, moi je l'ai approché comme quelque chose de... On jouait dans une sorte d'orchestre symphonique, fallait être un instrument. Et dans mon cas, un instrument qui parfois était un peu désaccordé, quoi. Donc je l'ai approché comme ça. Voilà. Pablo, l'inspiration? Je sais pas trop. La L'avenir de Sarah. Le lapin, non? Non, je voulais pas trop d'inspiration, je voulais créer mon propre truc, mais on a parlé de certains acteurs, certains types de films. Et moi, sans prétention, mais ça me suffit pour m'imaginer ce que je veux. Et voilà, on a parlé beaucoup de... Enfin, pas beaucoup en fait, non, c'est mentir, mais de Peter Sellers. Moi, ça m'a pas mal aidé de faire ça, qui est un acteur, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est génial. Il faut à tout prix voir ça. C'est tout ce que ce mec-là a fait, dont The Party, avec Peter Sellers. C'est très important de voir ça. En gros, voilà, mais le texte, ça me suffit. Nicolas, ça me suffit. En fait, tu discutes avec le type, tu comprends très vite qu'il sait ce qu'il fait, où est-ce qu'on va et ce qu'il veut avoir. Donc, je lui fais confiance, et t'essaies des choses, et t'es très mauvais au début, et après peut-être un peu moins, j'espère. Et puis voilà, toi. Mais les aspirations, je veux pas trop en avoir, sinon je vais imiter quelqu'un, et ça, je crois que ça pue un peu. J'ai une question juste ici. Bonsoir. Bonsoir. C'est bon.
Au niveau de l'affiche et de l'esthétique du film, ça ressemble pas mal à un autre qui est sorti, il me semble en 2019, qui s'appelle Knives Out. Il me semble qu'en français c'est à couteau tiré. Voilà, est-ce que c'est fait exprès ou... Alors, il faut savoir que le film, je l'ai écrit entre 2014 et 2019. Donc, évidemment que À couteau tiré n'était pas sorti. Si vous voulez, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Oui, non mais j'y arrive. Mais c'est un peu l'éléphant dans la pièce, ce film, parce que, en fait, quand À couteau tiré est sorti, j'étais en financement de Murder Party. Il se trouve que je vois cette affiche, je vois ce film, je me dis, alors c'est bien un film que je vais pas aller voir, c'est celui-ci. Parce que, justement, j'étais à un moment, voilà, quand on finance, on est assez vulnérable, on sait pas si le film va se faire, et je me dis, j'ai envie de tout sauf de voir un film qui a les mêmes références que le mien, qui est dans le même registre que le mien, à un instant où je sais pas si moi je vais le faire. Donc je ne suis pas allé le voir et je l'ai toujours pas vu. Après, évidemment que À couteau tiré et Murder Party ont les mêmes références, c'est-à-dire qu'en fait c'était Un cadavre au désert comme on en a parlé, c'est le film Cluedo qui a existé, qui est sorti dans les années 80, qui est une espèce de nanar génial, mais vraiment c'est évidemment 8 femmes, c'est évidemment, après voilà, c'est plus français, mais les films de Pascal Thomas, et même les petits meurtres d'Agatha Christie qui est toutes les semaines, si vous voulez, le genre Agatha Christie movie, c'est un truc qui en a des centaines de représentants et c'est un truc qui est très très cadré. Alors après sur l'affiche, évidemment que l'affiche, on s'est dit, enfin en tout cas les gens qui ont fait l'affiche m'ont proposé ça, on s'est dit référence évidente À couteau tiré, on s'est dit voilà, une affiche c'est quoi, c'est un support de communication. L'idée c'est de se dire, c'est de dire aux gens, voilà le type de film que c'est, voilà si vous avez aimé À couteau tiré, c'est le même genre de film, donc ça peut vous plaire. Après, donc c'est quelque chose qu'on assume complètement pour le coup, et après la comparaison s'arrête là, puisque je n'ai pas vu À couteau tiré, je suis sûr qu'il y a plein de ressemblances parce que c'est des films Cluedo, mais je l'ai pas vu. Donc je dirais plus 8 femmes, ouais je l'ai vu, et oui je l'assume complètement, Cluedo je l'ai vu, je l'assume aussi, Couteau tiré peut-être malgré moi. On a une question en haute salle. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir au niveau de l'affiche et du recrutement des comédiens, est-ce que vous saviez avec qui vous vouliez travailler ou vous avez fait passer un casting pour pouvoir choisir? C'est simple, on est les moins chers avec Sarah. J'ai pris les moins chers, Sarah, Pablo et Eddie Mitchell. Mieux, évidemment. Non, mais en fait, ça s'est fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au début, l'écriture étant très longue, c'est un premier film, on ne sait pas si ça pourrait exister, on est dans quelque chose de très fragile. On ne se pose pas la question du casting, tout d'abord parce qu'on ne se permet pas, quand on est en train d'écrire, à rêver à ce type de comédien. Et ensuite aussi parce qu'on ne veut pas... je voulais pas m'imposer un imaginaire. C'est-à-dire qu'écrire 5 ans en pensant à quelqu'un de très précis et ne pas l'avoir à la fin, je pense que ça peut être un peu douloureux. Donc je me suis fait un point d'honneur à ne pas penser à quelqu'un en particulier. Je savais que pour César Daguerre, je voulais quelqu'un d'un peu iconique, quelqu'un qui une grosse personnalité, quoi. Mais je me suis pas permis de penser à Eddie Mitchell avant très tard. La seule personne avec qui je savais que je voulais tourner, c'était Sarah, parce qu'on est amis depuis 20 ans. Mais ce n'est pas parce qu'on est amis depuis 20 ans que je voulais tourner avec Sarah, c'est parce que... ça me plaise, c'est parce que voilà, je savais très très bien la comédienne qu'elle était et que je voulais absolument qu'on tourne ensemble. Et j'ai donc écrit le personnage de Léna. Le personnage de Léna est le seul pour lequel j'ai vraiment pensé à quelqu'un pour l'écrire. Donc voilà. Et après, les autres comédiens, c'est venu à la fin de l'écriture, où c'est un travail qu'on fait avec un directeur de casting. Donc évidemment, on parle d'abord en rêve. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup des comédiens que j'ai rêvés, mais je ne les ai pas castés. C'est-à-dire que des comédiens de ce calibre-là, on fait ce qu'on appelle des propositions fermes. C'est-à-dire que pour un premier film, je dis pas à Miu Miu, viens faire des essais. Ça non. Donc je les ai tous, sauf le petit que j'ai casté. Je leur ai tous fait des propositions fermes parce que c'est comme ça que ça se fait, et que ça aurait été assez, non pas, oui, un peu prétentieux de ma part de leur demander de faire des essais pour un premier film. Voilà. Eddie a passé 5 tours. Il a été avec Gérard Depardieu, puis c'est lui qui l'a pris. Il y a une sorte de budget aussi. Une autre question? Oui. Regardez, je suis seul au milieu. Voilà, on passe le témoin. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez de dire du coup que c'est votre premier film.
est-ce que, bon, il n'est pas encore sorti bien évidemment, mais est-ce que le prochain est en réflexion ou... Oui. Il est plus qu'en réflexion, il est en début d'écriture. Après, je préfère pas dire de quoi il s'agit parce que je pourrais après m'en refondre toute la nuit en me disant qu'ai-je dit, mon Dieu, si ça se trouve, j'ai tort, je ne ferai pas ça. Enfin bon, un auteur qui écrit, c'est fatigant à soi-même. Mais donc oui, il est commencé et vous ne serez pas complètement dépaysé, même si ça n'a pas grand-chose à voir. Et le casting, Nicolas? C'est un film uniquement avec Hector Roux, mais je réfléchis. On a une question de devant. Bonsoir, bravo à vous trois. Merci. Alors, on a vu qu'il y avait beaucoup de petites tailles cachées avec des fausses pistes. Pour la prochaine fois, on va revoir le film. C'est quoi les autres fausses pistes? Peut-être pas toutes, mais c'est quoi les 2 ou 3 autres fausses pistes où on s'accrocher? Ou alors les détails un peu personnels? Ouais, salut Jérémy. Encore un ami, c'est ça. Alors il y en a un qui est le plus voyant, c'est le moment où l'enfant dit maman et où et Sarah et Pascal Arbiot tournent la tête en même temps. Ils disent oui. Donc que là j'ai mis vraiment exprès parce que ça, à la fois ça crée un trouble sans pouvoir donner quoi que ce soit comme indice sur la nature du piège. Il y a aussi à ce moment-là un petit piège dans la phrase, mais que les gens qui se remarquent moins. C'est le moment où Pascal Arbiot dit, il lui dit maman, est-ce que c'est toi le tueur? Elle dit mais non, pas du tout. Les mamans, ça peut pas faire de mal, ça n'existe pas. Et on a un plan sur Alice qui fait une tête et puis voilà. Donc là, on insiste beaucoup sur l'idée de la maman qui crée le truc. Voilà, mais bon, c'est un peu, ça peut le trouver. Après, il y a un autre indice qui est sur l'affiche et que personne n'a jamais remarqué, sauf quelqu'un à Toulouse, il me semble, qui est que, si vous regardez bien, Zabou a toutes les couleurs sur elle. Voilà. Et oui. Tu découvres ça. Elle a toutes les couleurs de tous les personnages sur elle. Donc on s'est dit, franchement, pour le sport, on y va, personne ne verra jamais ça. Et elle était là. C'est ça. Et après, en vrai, j'ai quand même fait gaffe à ce qu'il n'y en ait pas trop. Donc c'est surtout ceux-là, mais il n'y en a pas tant que ça, en vrai. Il y a des petits instants... Non, c'est surtout ça. Et si je peux me permettre, j'ai demandé à Sarah, qui était le père du petit. Elle n'a jamais voulu me le dire. Dans la vraie vie, qui dans la vraie vie est le père d'Hercule? Pour moi, c'était un amant italien de passage, mais on n'a pas la même version avec Nicolas. Moi, je pense que c'était Armand. Voilà. Moi, je pense que c'est moi. Non, c'est Jacob. Mais bon, pour la suite, on parlera. On a 2 questions ici. Et d'autres questions. Est-ce que vous auriez des anecdotes de tournage à nous raconter? Oh là là! Oh là là, vous ouvrez une boîte de Pandore. On en a un certain nombre. Ouais. Beaucoup. C'était un tournage qui était très très particulier parce qu'on était en plein Covid, donc il y avait un truc où on était donc quand même dans une espèce d'enclave très étrange où tout était fermé autour de nous et nous on faisait nos bêtises dans notre château. Enfin, c'était drôle d'ambiance quoi. Mais j'ai beaucoup de très bons souvenirs. Moi, un de mes meilleurs souvenirs, c'est la scène de. Alors si j'ai la scène où Eddie Mitchell est mort sur le billard dans la chapelle. Moi, quand je suis arrivé, que j'ai découvert ce décor, j'avais dit vraiment, c'est une chapelle, mais ce serait bien qu'on en fasse j'avais dit une chapelle disco billard bar. Voilà. Et j'ai laissé mon chef déco avec ça, et quand j'ai découvert le décor, j'étais très très content de moi. Je ne peux pas vous le cacher, je me suis dit vraiment, il a vraiment fait une disco chapelle billard bar. Donc ça, c'était assez cool. Non, mon meilleur souvenir, c'est le jour où on a tourné la scène de l'Electro Brain à la fin. Parce que cette scène-là, c'est la scène qui était la plus folle, évidemment, à tourner. Et c'était vers la fin du tournage, donc on était fatigués, mais plus détendus, parce qu'on se connaissait tous bien, et que donc il y avait quelque chose où même moi, j'avais un peu lâché du lest sur un certain contrôle absolu que je voulais absolument avoir au début. Et il y a un truc où je me suis vachement plus permis de laisser les acteurs aller très loin dans leur folie. Je leur ai dit vraiment, là, on y va, quoi. Et ils y sont allés. Et je tiens à vous dire que ce que vous avez à l'image, c'est le plus soft
de ce qu'ils ont proposé ce jour-là. C'est allé très très loin. Des moments, j'étais là, je me disais, ok, je suis pas complètement certain de savoir ce qui se passe, mais en même temps, j'ai jamais vu ça, donc j'étais très content. Et c'est allé très loin. Bah, bon, déjà, l'électrocution de Sarah, pour moi, j'ai vu ça derrière le combo, je me suis regardé avec ma script, on s'est dit, ok, là, mais on y est, quoi. Ça, j'ai trouvé ça. Donc, je préfère. Beaucoup pratiqué. C'est mon moment du film préféré, surtout un truc où en fait on a fait exprès de pas mettre de musique à ce moment-là parce que ce bruit un peu ridicule, les doigts qui tapent sur la table, c'est ça qui fait tout. C'est le bruit des doigts qui font tac tac sur la table, il y a un truc très. Vraiment, c'est un très bon souvenir. Alice est allée dans des trucs, c'est Louis de Funès. Et Pablo, Pablo se faisait électrocuter aussi. Gustave se faisait électrocuter. Pablo chantait des chansons en se faisant électrocuter. Enfin, on est allé assez loin. Et c'est vrai que ce moment-là, ce jour-là, en fait, moi je sais qu'au début du tournage, j'étais très obsédé de contrôle. Et ce jour-là, je me dis non, justement, j'ai tout à gagner à les laisser aller le plus loin possible à ce moment précis. Donc ça, c'est un très bon souvenir. Et mon autre bon souvenir, je le dis souvent, mais c'est vraiment un très bon moment, dans la scène dans la cave, quand Théo va dire la vérité à Jeanne, qu'elle est là avec la hache et qu'il attrape la hache et qu'il y a tout le dialogue où Théo lui explique la vérité. En fait, c'est une séquence qui est très longue, qui dure quasiment 7-8 minutes, et on devait évidemment la faire en plein de plans, découpés, c'était très prévu. Et en fait, le tout premier plan de profil, où ils sont tous les deux et où il lui explique la vérité, où la caméra s'avance vers eux, il devait s'arrêter très vite. Et en fait, Alice et Pablo m'ont un peu fait la surprise de faire toute la séquence. Et donc, ils ont fait tout le dialogue, les 8 minutes, dans ce plan-là, et ils étaient au jeu parfait. Enfin, vraiment, c'était impeccable, c'était la meilleure prise. Et donc, on était tous hyper émus, puis moi, je m'étais vraiment fait avoir par cette surprise-là. Et c'était vraiment, là, j'étais dans un truc très, encore une fois, d'obsession de contrôle, et de voir tout à coup ce truc-là m'échapper pour faire ce moment vraiment magnifique. C'était un très grand moment pour moi. Après, quand on l'a regardé, ça fait... Non, mais c'est juste qu'en fait... Non, c'était pas à chier, mais c'est juste qu'en fait, ça fait pas le même effet. Bah, c'est comme là, pour le coup, c'est théâtre et cinéma, quoi. Ça fait pas le même effet de voir sur un écran cette séquence-là sur 8 minutes. L'émotion était pas la même, c'était un impeccable jeu, mais l'émotion était pas la même parce que... là, ça faisait long, quoi. Et du coup, on a quand même coupé et mis le chant contre chant dedans, mais vous étiez presque encore mieux à ce moment-là. Mais pour des raisons de pas vous faire chier, on a mis ça comme ça. Mais c'est un très 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 beau souvenir pour moi, voilà. Sarah, une anecdote? Bah oui, c'est l'exercice, c'est la question. Ouais, c'est à toi. Non, mais j'en ai plein parce que vraiment, c'est pas du tout, comment dire, c'était un tournage très heureux et très joyeux. Donc j'ai beaucoup de fou rire irrépressible, surtout ces scènes de groupe où c'était des journées très longues et avoir Kerver, Marbillot, partir dans les tours. Non, si, ça y est, ça me revient. Non, pas la prison, j'avais parlé du tir à l'arc. Donc on a une scène de tir à l'arc dans le film. Le matin même, on arrive pour le habillage, maquillage, coiffure, HMC, qui dans mon cas dure à peu près 3 heures, on va vous dire. Et là, on dit, tu as une petite leçon tir à l'arc. Avec un jeune homme du coin, très sympathique, qui me fait tirer à l'arc 3 fois, voilà. Et là, pour revenir à ce que disait Nicolas, on tourne la séquence, quand on est plusieurs, parfois on laissait tourner, en effet, dans la continuité. Et là, moi, du premier coup, j'ai fait toute l'action, et j'ai décoché la flèche que j'ai tirée en plein cœur de cible, scène que tu vas d'ailleurs garder au montage, et j'ai ressenti une fierté, j'étais galvanisée. Bref, voilà. Donc ça, j'ai trouvé que vraiment là, j'avais marqué beaucoup de temps. À toi. On n'a pas vécu la même scène. Mais non. Ceci était superbe, ça. Je me souviens, c'était une galère. Ouais, t'as marqué, c'était très bien ça. Les anecdotes, en vrai, enfin, tous les jours, c'est une anecdote. Faire ce qu'on aime dans la vie, c'est... Et on fait ça, tu te marres et on est obligé de se marrer tout le temps. Je te regarde toi, mais je sais pas si c'est toi qui as posé la question. C'est toi qui as posé la question? Non. Donc c'est toi que je regarde. Les anecdotes, il y en a toute la journée, tout le temps. Tu loupes une syllabe, tu loupes un mot, la scène elle est ruinée, la prise elle est niquée, en fait. Elle est ruinée, pardon. Elle est ruinée, donc on refait, on se moque de toi, et tu refais. Les anecdotes, on en a 10 000, mais j'aurais pas raconter Eddie mort, tu peux raconter. C'est-à-dire, ah oui. Donc Eddie, donc César, il crève, et on se retrouve dans la salle et chacun va checker petit à petit, savoir s'il est vraiment mort, le pouls, le bidule, le machin. Et Alice, elle se met sur son ventre, enfin près de son cœur, mais il a quand même un ventre balèze donc ça va jusqu'au cœur, pour voir s'il respire encore. Le problème c'est qu'Eddie,
n'arrive pas à retenir sa respiration. Et pour jouer un mort, c'est très compliqué du coup. À sa décharge, en tant qu'acteur et actrice, sur le dos, c'est très difficile de retenir sa respiration. Ça paraît bête, mais c'est vrai. Sur le ventre, ça passe. Mais sur le dos, c'est très compliqué. Et donc Eddie, qui dit il n'y a pas de problème. Se met sur le dos, et puis moi je suis au-dessus de la liste, on est tous un peu dans notre personnage, donc le padre est mort, faut un peu jouer. Ouais, merci. Faut un peu jouer, et puis je vois juste Alice mettre sa tête sur le ventre, puis faire des grands mouvements. Et moi, j'arrive pas à retenir ma respiration, mais mon rire. Voilà. Pas d'ingo. Et ça a été rattrapé en VFX. Et ça a coûté genre 4 000 €, je crois. 4 000 € d'effets spéciaux pour figer tous les plans où il y a Eddie. Voilà. Anecdote, la voiture elle était pourrie. Moi je pensais vraiment qu'on aurait une MG. Non, je suis parti là. Une MG, une belle bagnole, tu vois, un truc stylé avec Alice Paul à mes côtés, c'est quand même plutôt classe pour un premier jour de tournage. Et en fait la voiture elle est pourrie. Ça calait tous les 4 mètres. C'était un enfer, donc on devait s'arrêter, il faisait froid. Au cinéma on voit pas tout ça, il fait froid, il fait super froid. Et ça marchait pas, c'est pourri, la journée est longue, ça marche pas, tu fais 10 mètres, ça cale, tu la pousses un peu, c'était nul. Mais le film est bien. Tout va bien. On a une question ici devant. Bonsoir, alors déjà bravo parce que les films étaient super, vous êtes tous très beaux, Sarah, vous êtes sublime. Moi du coup c'est plutôt une question qui s'adresse à Sarah et Pablo. Pablo aussi évidemment. C'est plutôt qu'est-ce qui vous a convaincu de jouer dans le film? Pardon. Non, j'allais dire ça fait quoi d'être beau? Allez, dire ta question, vas-y. C'était du coup qu'est-ce qui vous a convaincu de jouer dans le film? L'oseille. Vas-y, je t'en prie. Moi, c'est la c'est la langue, vraiment. Alors la langue, une drôle de tête. C'est que l'écriture, la manière de... Ok. Je vois, comme ça. Non, moi, je sais pas. Je me souviens quoi d'autre que langue? L'écriture, la manière de parler, un langage un peu soutenu, qui change un petit peu des carcans du cinéma français qui sont très naturalistes et on parle beaucoup de choses qui sont très très graves et c'est ça, mais une autre au jeu, c'est assez rare. Donc moi, c'est pour ça qui m'a attiré. Et puis Nicolas, parce que t'as le texte, c'est une chose, mais si le mec derrière il est chiant, ça va être dur de se lancer, quoi. Tu rencontres le réalisateur et le mec sait où est-ce qu'il veut aller, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de toi, et il te laisse beaucoup de liberté. Moi, c'est ça. Pas de la liberté partout. Et donc, Sarah va te répondre. Alors, pour ma part, outre le fait que c'était une proposition très singulière et c'est rare en fait d'avoir ce type de film, ce type de rôle proposé. Donc ça c'est extrêmement excitant à faire. Et moi Nicolas je le connais depuis de très nombreuses années, comme il l'a tout à l'heure dit, et j'ai fait son premier court-métrage. Et moi j'étais aspirante actrice, il était aspirant réalisateur, et on a mis au monde le pire court-métrage de l'histoire, qui maintenant est sous scellé, sous une dalle en béton. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait, avec ce désir très fort l'un et l'autre. Et donc c'était d'autant plus émouvant pour moi de savoir qu'il portait ce projet, de l'avoir suivi plus ou moins de loin, voilà, étape par étape, qu'il ait pensé à moi à l'écriture et que ça se fasse. Et donc j'étais de toutes les manières partante. Et après c'est un cadeau, je pense, quand on est acteur, d'avoir des rôles qui ont une envergure comme celle-là, qui ont de la fantaisie, qui sortent du commun, donc c'est un pur plaisir à faire, quoi. Donc voilà. L'amitié, le plaisir, c'était mes raisons principales. Et l'oseille, pour moi. On a une autre question devant. Bonsoir. Par rapport à l'esthétique du film, c'est... T'as que des amis dans la salle. Non mais je sais très bien qui tu es et tu étais une toute petite fille quand je t'ai vue la dernière fois. Si c'est bien ce que je pense. Parce qu'il faut savoir que Sarah qui est là était la chef décoratrice de mon deuxième court-métrage, Simiocratie, en 2013. Tu es sa fille ? Et tu as aidé à faire des gâteaux en pâte à modeler pour le film et tu étais une enfant. Et je peux me souvenir de ton... Non, j'ai oublié, mais c'est incroyable, tu es
grande. Voilà, ça fait 10 ans. Et Nicolas, tu es vieux. Du coup, par rapport à l'esthétique du film, c'était par rapport aux costumes et même au décor. Ça fait très, je trouve, années 50, 60, mélangé au monde moderne. D'où c'est venu cette idée-là C'était exactement ça, je voulais faire un mélange justement années 50 et monde moderne. Je voulais, si tu veux, que le film soit dans un espace complètement intemporel. Je voulais qu'on ait l'impression de rentrer sur un plateau de jeu et qu'on soit dans un monde qui soit éloigné de la réalité le plus possible. C'était important pour moi parce que le scénario du film raconte une histoire complètement dingue et qu'il fallait que l'univers soit ajusté au côté taré de l'histoire. Donc je voulais, pour qu'on croie à cette histoire incroyable, paradoxalement, il fallait que tout soit incroyable de la même façon. Et donc je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait le moins possible de références à une époque trop précise. Et donc j'ai fait quelque chose qui était un mélange de plusieurs époques pour qu'on soit ni aujourd'hui, ni hier, ni en France, ni en Angleterre, enfin qu'on soit vraiment dans un monde qui a sa propre logique, pour qu'on accepte justement la folie de cet univers. Et après, pourquoi choisir ces époques-là ? Parce que les années 50-60, c'est un cinéma que j'aime infiniment, et c'est un certain type de cinéma qui est le cinéma en Technicolor d'Hitchcock notamment, qui est un cinéma que j'adore, de Douglas Sirk, de ces gens qui faisaient du cinéma de studio très très éclairé, très très coloré, qui assumaient d'être hyper artificiel. Quand on regarde Qui a tué Harry de Hitchcock, c'est pas réaliste une seule seconde, c'est-à-dire qu'il y a un truc où le ciel est trop bleu, la pelouse est trop verte, et tout est beaucoup trop coloré, mais ça permet justement de nous mettre dans un monde presque fantastique. Donc je me suis dit, voilà, en mélangeant toutes les époques, je créais un monde suffisamment taré pour qu'on se dise que tout était possible dedans. Et les costumes vont dans ce sens-là aussi. Et merci pour les gâteaux. On a une autre question. Rebonsoir. Moi, j'ai surtout remarqué que tout le long du film, j'ai trouvé que tout était hyper théâtral, que ce soit dans le jeu des acteurs, même les décors, comme on vient de le souligner, etc. Est-ce que c'était quelque chose de voulu ? Est-ce que vous auriez même aimé que ce soit une pièce de théâtre ? C'est la fameuse langue dont je te parlais. Non, mais c'est ça, c'est tel type de langue. Okay. Mais c'est vrai que, oui, non, j'ai jamais pensé en pièce de théâtre. Je voulais que ce soit un cinéma théâtral, qui est un cinéma théâtral, mais pas du théâtre filmé. Absolument, déréalisé, absolument. Non, mais qui soit, c'est-à-dire qu'il y a aussi un truc où tout simplement pour être dans ce monde fou, il fallait que le registre de jeu soit à la hauteur de cette folie-là. Moi, je voulais que ce soit une comédie, et j'avais un type de comédie très précis en tête, qui était le cinéma de, pour le coup, Peter Sellers et le cinéma le cinéma de j'ai un trou. Voilà, c'est ça. Non, Wes Anderson. Mais non, pas Wes Anderson, je ne connais que lui. Merde, la Panthère Rose, quoi. Mais non, Black Edwards. Black Edwards, oui, voilà. J'ai dit son nom 100 fois pendant 2 ans, pardon. Bref. Mais je voulais une langue, pour le coup, qui soit dans un univers de comédie. C'est-à-dire que la comédie, ça se joue pas comme le cinéma naturaliste, et c'était important pour moi. En plus, ce genre de films-là, les films Cluedo, ont toujours une forme de théâtralité de par leur dispositif. C'est très peu de décors, c'est toujours, enfin voilà, ça joue avec des plans aussi très larges en courte focale qui donnent aussi un sentiment de théâtre. Donc oui, c'était important pour moi qu'il y ait ce côté artificiel. C'est-à-dire que si les acteurs jouaient de façon hyper naturaliste là-dedans, ça veut dire que je suis trop long, je la connais. Si les acteurs, mais je continuerai. Si les acteurs jouaient de façon hyper naturaliste là-dedans, on n'y croirait pas du tout. On se dirait mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc c'était pour que ce soit cohérent avec le décor et tout ça. Et de l'ordre de la déclamation. Voilà. Une forme de déclamation. Théâtralité à l'anglaise. On a une autre question. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, j'ai beaucoup aimé le film. Merci. Je voulais savoir, il y a quelque chose qui m'a troublée, c'est le regard de Zabou à la fin du film. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là ? Non, le regard de Zabou à la fin. À la fin. Je voulais que dans ce regard, il y ait tout ce qui a
agit le personnage, c'est-à-dire à la fois son regret. Je voulais qu'elle ait l'air d'une petite fille qui a fait une bêtise en fait. Je voulais vraiment qu'on se dise, qu'elle se retrouve tout à coup, qu'elle prenne un instant de recul et que quand on avance sur elle, elle se rende compte de l'immense absurdité et folie de la situation qu'elle avait engendrée, de ce qu'elle a fait à sa propre fille, qui a été à deux doigts de la tuer, de cette machination complètement surréaliste. Je voulais vraiment que ce visage, je lui avais dit, là tout à coup, tu redeviens une gamine de 5 ans qui se rend compte qu'elle a fait une énorme connerie et que potentiellement elle ne reverra plus jamais sa fille après avoir fait ça. Donc c'était vraiment, c'était tout ça que je lui ai demandé d'exprimer là-dedans, mais un grand malaise tout à coup. On a une autre question juste à côté. Salut Hélène. Salut Nico. Beaucoup d'émotions de voir ce soir. Bravo. Merci. Le film est super réussi. Et moi j'ai une petite question par rapport au personnage. Dans quel personnage tu aurais mis le plus de toi? J'ai un petit peu d'idée là-dessus. Mais quel est le personnage qui te ressemblerait vraiment le plus? Pour préciser, Hélène, j'ai commencé ma vie professionnelle avec elle. Voilà, et on travaillait tous les deux la figuration sur des longs métrages. Et c'est beaucoup grâce à elle que je sais ce que c'est qu'un plateau de cinéma, donc ça me touche vachement de la voir. Et vraiment. Voilà. Là, je suis un peu dans tout le monde. Après, je suis beaucoup dans Jeanne, évidemment, parce que cet architecte qui arrive, qui écrit un truc très très bien, qui a fabriqué une maison extrêmement cadrée, très structurée, mais qui manque un peu de folie pour arriver à enfin faire ce qui lui correspond et se lâcher. Bah, c'est un peu moi qui écris ce film et qui a du mal à me lâcher, à faire et à mettre vraiment ce que j'ai envie de mettre dedans. Donc ça, évidemment. Je suis beaucoup dans Théo aussi, évidemment, et je suis beaucoup dans le gamin. Ouais, je suis beaucoup dans ce gamin. C'est-à-dire un mélange d'envie de jeu, de besoin de jeu, et en même temps un truc très morbide et flippant. Voilà. Je pense que c'est à ça que tu pensais. Une question, juste là. Bonsoir. Moi j'ai beaucoup aimé le film aussi. Merci beaucoup. Et en fait j'ai une question qui me trotte depuis tout à l'heure dans la tête. Comment dire, en fait, il existe un film, je crois, qui date à peu près des années 90, américain, et dont l'intrigue, c'est le même rebondissement, à peu près, enfin le sujet, le même rebondissement sur la fin, à savoir une thérapie. The Game. The Game, ouais. Ouais. Est-ce que du coup vous avez été influencé, inspiré par ce film? Un peu malgré moi, c'est-à-dire qu'au début, The Game est arrivé assez vite dans ma tête sur l'idée que c'était un film, c'est un jeu dont on finit par plus savoir s'il est vrai ou pas, jusqu'à un climax final où on est complètement perdu et le personnage se trouve presque soigné. Je sens qu'il se passe des trucs à côté de moi tout à l'heure. Oui. Le personnage était justement presque un peu soigné de tout ça. Oui, excuse-moi. C'est indiscret, hein, mais vous n'êtes pas obligé de me répondre à ça et Pablo. Est-ce que votre réalisateur chéri a eu l'occasion de vous parler de la thérapie par le jeu? Ça c'est très marrant, je vais vous expliquer. Parce qu'il y a eu une date où, en gros, j'ai parlé de la thérapie par le jeu et j'ai commencé à partir assez loin dans mes lectures, notamment de Winnicott, qui est un psychiatre qui a beaucoup travaillé avec les enfants, je sais, c'est pour ça que je vais m'arrêter, avec les enfants et par le jeu, et c'est vrai que je pense que dans la hiérarchie des trucs qui finissent par ennuyer très fort Sarah et Pablo dans mes réponses longues, cette anecdote-là est arrivée assez loin. Mais pour vous répondre, oui, The Game, évidemment, était tout au début de mon écriture, enfin, je l'avais beaucoup en tête, et finalement, je l'ai assez oublié. Et c'est amusant parce que finalement, aujourd'hui, quand je revois le film, je me dis, ouais, il y a quand même beaucoup de The Game, mais ça a disparu assez vite de mon écriture. Mais en effet, le jeu thérapeutique, ouais, bien sûr. Non, pas du tout. Non. Voilà. Non, on s'en lasse pas, si on pouvait, on continuerait. Mais voilà, on est. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que maintenant, il va falloir sortir de la salle, puisque c'est en fait un escape game que nous vous avons proposé ce soir. Et il va falloir vite sortir, parce qu'on ne sait jamais, vous voyez. On va applaudir, trêve de plaisanterie. Merci beaucoup, merci. Le réalisateur du film. Merci.
et deux acteurs adorables et remarquables. Allez, encore plus fort que ça, s'il vous plaît. Merci, présentation, mesdames et messieurs. Le film sort le 9 mars, parlez-en. Nicolas Piescov, Sarah Stern et Pablo Colli. Merci à tous les trois. Merci, mesdames, messieurs. À très bientôt à l'UGC Ciné-Cité.